Voilà, bonjour à tous. Donc, on va voir effectivement un petit tableau récapitulatif par rapport à l'ensemble des méthodes de récolte de données. D'accord? Donc, alors, cette vidéo peut être visionnée effectivement au début du cours, à la fin du cours. Je dirais que je conseille de visionner cette vidéo une fois au début du cours, une fois à la fin du cours, effectivement, puisque ça regroupe effectivement toute une série d'éléments importants. Alors, juste une petite précision que j'avais déjà évoqué dans les diapositives précédentes, à savoir effectivement les deux sens du mot méthode, d'accord? Le mot méthode a deux sens différents, dans un sens large, dans un sens général, ça signifie tout simplement une façon de faire. C'est un dispositif général d'élucidation du réel, de compréhension du réel, d'accord? Donc c'est la méthode de recherche en sciences sociales, d'accord? C'est-à-dire on ne fait pas n'importe comment, d'accord? On procède disons, de façon méthodique, au sens où il y a des principes à respecter, il y a des étapes à respecter, et c'est une manière de faire qu'il faudrait effectivement respecter si on veut produire un discours scientifique, bien évidemment. D'accord? Donc ça, c'est au sens large, effectivement, ça signifie un dispositif général, effectivement. Voilà. Alors, le mot méthode a aussi un sens spécifique, et souvent on l'utilise aussi dans ce deuxième sens, et ça c'est un sens, disons, un peu plus particulier, un peu plus fermé. Et ça signifie tout simplement un dispositif spécifique de récolte de données, un dispositif de recueillir des informations, d'accord, de recueillir des données dans la phase effectivement d'observation, d'accord. Et effectivement, il faut pas confondre ces deux sens du mot méthode. Et dans le deuxième sens, ici, je vais activer, si vous permettez, je vais activer hop, hop, mon stylo. Voilà. Donc, dans ce deuxième sens, effectivement, du mot méthode, donc vous avez quatre grandes méthodes, à savoir la méthode de questionnaire, donc qui est appliquée dans le cadre des études quantitatives, la méthode d'entretien, donc principalement l'entretien semi-directif dont on a parlé précédemment, donc dans le cadre des études qualitatives, la méthode d'observation directe, d'accord, l'observation directe. Alors, études qualitatives ou quantitatives, on va dire plutôt qualitatives, n'est-ce pas? Alors, on verra éventuellement plus tard dans quelle mesure effectivement on pourrait parfaitement faire de l'observation directe aussi dans le cas des études quantitatives, d'accord? L'observation directe, je vais y revenir effectivement, et la récolte des données existantes, c'est-à-dire ici en l'occurrence, vous faites pas du terrain, vous allez récolter, vous allez rassembler les informations qui ont été récoltées par les autres chercheurs. D'accord? Donc vous avez les quatre grandes méthodes, d'accord, au sens spécifique de ce mot, à savoir un dispositif de, de, de récolte des données dans le cadre d'une recherche. Alors, donc ce que je viens de dire, effectivement, on peut visionner ceci à travers cette représentation schématique, d'accord? Vous voyez, le mot méthode au sens large, au sens du dispositif général d'élucidation du réel, effectivement, ça regroupe l'ensemble des étapes, d'accord? Et tout au long de ces étapes, il y a des principes à respecter, effectivement, et ça c'est au sens large du mot méthode, méthode de recherche. Mais aussi le mot méthode au sens spécifique, effectivement, c'est le dispositif de récolte de données, ici à la cinquième étape, c'est-à-dire l'étape d'observation, l'étape de récolte de données. D'accord? C'est ici effectivement qu'on peut soit procéder par questionnaire, soit procéder par entretien, soit procéder par observation directe, soit on peut tout simplement ne pas aller sur le terrain et rester dans notre bibliothèque et aller chercher dans la littérature des données déjà existantes. Alors, l'enquête par questionnaire. L'enquête par questionnaire, donc, quand vous faites une enquête par questionnaire, vous avez forcément une visée quantitative, d'accord? Attention, quand vous menez une étude quantitative, votre méthode d'observation n'est pas forcément via le questionnaire. Vous pouvez effectivement récolter vos données à travers les données existantes par les administrations, par le registre national, etc., etc. Donc, par contre, quand vous faites une enquête par questionnaire, effectivement, vous avez une visée quantitative. Attention, une enquête par questionnaire n'est pas
un simple sondage, puisque qu'est-ce qui différencie, disons, une enquête par questionnaire avec un simple sondage, avec une recherche dont la méthode de récolte de données est le questionnaire? Effectivement, un simple sondage, tout simplement, c'est un sondage d'opinion publique, d'accord? Ça a une visée effectivement descriptive. Ok. Par contre, quand vous faites une recherche qui se veut scientifique, quand vous prétendez de mener une enquête par questionnaire, effectivement, vous avez une visée explicative, d'accord? Vous prétendez expliquer les phénomènes sociaux d'une certaine façon, d'accord? Vous avez procédé par étapes, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Donc, vous avez fait l'état de l'art, vous avez procéder par une étape d'exploration des données, n'est-ce pas? Et par conséquent, c'est vraiment différent d'un simple sondage d'opinion qui est tout simplement très descriptif. Ça va? Donc, et qui est à portée de tout le monde, je dirais, grosso modo. Alors, les variantes de l'administration, effectivement, du questionnaire. Donc, vous pouvez administrer vos questionnaires de façon directe, c'est-à-dire directement, les personnes interviewées peuvent effectivement remplir le questionnaire sans qu'on ait besoin de vous. D'où la nécessité que votre questionnaire doit être indépendant, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de vous pour expliquer les questions, pour expliciter éventuellement le sens des mots, d'accord? Donc effectivement, on pourrait administrer directement, on pourrait envoyer par exemple par mail, on pourrait mettre un lien sur Internet sur lequel effectivement les individus cliquent, et ils tombent sur un questionnaire et ils doivent remplir tout simplement. Et on n'est pas là pour assister effectivement pour assister les personnes interviewées à remplir le questionnaire, d'accord? Donc le questionnaire est rempli directement par les personnes interviewées. Alors, des avantages, des inconvénients, forcément, il y a des avantages, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, vous pouvez effectivement remplir, on va dire, récolter des milliers de données en une semaine, n'est-ce pas? Ça dépend bien évidemment de la densité de votre échantillon, mais en tout cas, ça a ses avantages. L'inconvénient majeur, c'est quoi? C'est qu'effectivement, vous n'êtes pas là. Parfois, effectivement, les personnes remplissent mal le questionnaire. Et effectivement, voilà, vous avez parfois beaucoup de données qui ne sont pas exploitables puisque le questionnaire n'est pas bien rempli. D'accord? Alors, l'administration indirecte, donc ici, l'administration indirecte, c'est quoi? C'est qu'effectivement, vous administrez, vous remplissez le questionnaire par vous-même. Vous êtes là en face de la personne interviewée, effectivement, vous lui posez les questions et vous remplissez le questionnaire par vous-même. Donc vous imaginez bien, quand on remplit un tel questionnaire, notre questionnaire, effectivement, est plutôt un questionnaire semi-ouvert. C'est-à-dire qui contient des questions un peu ouvertes, effectivement, et que ça nécessite qu'on le remplisse par nous-mêmes. D'accord? Et sinon, c'est vrai que ça peut être une perte de temps et d'argent, n'est-ce pas? Et, comment dire, des avantages, des inconvénients, encore une fois, comme dans tous les cas. Avantage, c'est quoi? C'est qu'effectivement, vous êtes là pour éventuellement expliciter le sens des mots, n'est-ce pas? Inconvénient, c'est quoi? Ben forcément, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps, d'accord? Ça prend plus de temps. Et l'autre inconvénient majeur, en effet, c'est le biais de désirabilité sociale, d'accord? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le biais de désirabilité sociale, je vous invite à regarder la vidéo sur les effets d'induction, d'accord? Sur le questionnaire, peut-être la vidéo questionnaire numéro 2. Donc, dans laquelle effectivement on explique ceci. Mais en tout cas, il y a le fait que vous êtes là devant la personne interviewée, ça implique le fait que la personne va se mettre, disons, dans la norme sociale et va peut-être modifier ses réponses, d'accord? Du coup, votre simple présence, euh, disons, a des effets sur les réponses de la personne interviewée. D'accord? Alors, quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est encore une fois dans le cadre d'une étude quantitative, effectivement, c'est on cherche à connaître effectivement euh, de façon quantitative, n'est-ce pas, soit ce que les gens font, mais aussi parfois ce que les gens pensent effectivement. Donc voilà, les objectifs peuvent être variés dans une large mesure, mais toujours avec une visée quantitative. Alors les avantages et les inconvénients, les avantages
et les inconvénients. Quels sont les avantages et les inconvénients? Tout simplement. L'avantage, c'est que, ben oui, vous privilégiez la validité externe, c'est-à-dire la quantité d'informations. C'est très bien, puisque vous pouvez procéder de façon, je dirais, industrielle et de façon mécanique, tac, 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 tac. Donc, vous pouvez effectivement récolter beaucoup de données très rapidement, puisque vous avez procédé par une enquête, par questionnaire. Donc, par contre, l'inconvénient, c'est toujours le contraire, c'est-à-dire, c'est au détriment de la validité interne, c'est-à-dire vos réponses sont souvent des réponses parfois pauvres au niveau de détail, simplifiées, voilà. Donc c'est de l'avantage et inconvénient, c'est toujours privilégier la quantité au détriment de la qualité, privilégier la qualité au détriment de la quantité. Dans le cadre d'une recherche qualitative, c'est le contraire. On privilégie la qualité au détriment de la quantité des données, c'est-à-dire on perd l'avantage de pouvoir euh, avoir des données représentatives. Ici, l'avantage, c'est quoi? C'est que, effectivement, puisque on peut aller très vite, effectivement, euh, on peut récolter beaucoup de données, par conséquent, on pourrait effectivement prétendre à la représentativité. D'accord? Alors, une petite émission sur YouTube, donc vous avez le lien ici. Euh, Effectivement, on parle des sondages. Euh, L'intitulé, effectivement, les sondages nuisent-ils à la démocratie? Ici, notamment, on parle de biais de désirabilité sociale. On parle de plusieurs éléments méthodologiques dont on a parlé dans le cadre de ce cours, effectivement. Donc, c'est toujours intéressant. Ça fait pas partie de l'examen, mais c'est toujours intéressant, effectivement, de visionner cette émission, ne fût-ce que pour votre culture générale. Alors, l'entretien en tant que méthode de récolte de données. Donc, quelles sont les particularités, on va dire, de l'entretien? Donc, l'entretien, c'est vraiment une méthode de récolte de données dans laquelle il y a de l'interaction. Il y a de l'interaction entre l'interviewé et l'intervieweur. D'accord? Et grâce à l'entretien, on peut récolter des réponses nuancées. On peut récolter des réponses, on va dire, de qualité, d'accord, à notre question de recherche, en effet. Alors, bien évidemment, il y a différents types d'entretiens, n'est-ce pas? On l'a déjà vu ça précédemment. Mais ce qui, disons, distingue particulièrement l'entretien par rapport à un questionnaire, c'est sa faible directivité, n'est-ce pas? Plus votre entretien est directif, effectivement, plus il va se ressembler à un questionnaire, on va dire, plutôt ouvert, effectivement. Ça va? Donc, alors, par rapport à l'entretien, les différentes variantes, donc l'entretien libre, l'entretien no directif, si vous voulez, ensuite l'entretien semi-directif qu'on a vu précédemment, d'accord, en long et large, ça on l'a vu de quoi il s'agit. L'entretien directif, l'entretien centré, effectivement. Alors, on peut mener des entretiens dans le cadre de la rédaction d'une biographie, par exemple, donc, quand on veut, par exemple, étudier le processus, le parcours, on va dire, le parcours de vie des individus, on pourrait effectivement rédiger la biographie d'un certain nombre de personnes. Effectivement, on peut mener des entretiens afin de rédiger des récits de vie. Et dans ce cadre-là, vous imaginez bien, donc c'est pas un seul entretien qu'on va mener, il va falloir mener plusieurs entretiens pour pouvoir rédiger correctement le récit de vie d'une personne. Effectivement, dans ce cas-là, il va falloir prévoir plusieurs entretiens, n'est-ce pas? On peut effectivement organiser aussi des entretiens de groupe, d'accord, ce qu'on appelle aussi entretien focus. Entretien focus, c'est aussi effectivement des entretiens avec lesquels on peut gagner beaucoup de temps. On peut gagner beaucoup de temps puisque à travers, on va dire, l'organisation d'un entretien de groupe, on pourrait rassembler un certain nombre d'individus qui ont des points de vue plus ou moins hétérogènes et ainsi effectivement récolter l'ensemble de façons de penser votre objet d'étude. D'accord? Alors, par rapport à l'entretien de groupe, effectivement, vous devez composer, par exemple, un groupe de 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Alors, au-delà de 20 personnes, c'est très très difficile, effectivement, mais on s'arrête plus ou moins autour de 20 personnes. Et même 20 personnes, effectivement, c'est beaucoup. Il faut vraiment mettre en place des dispositifs euh, informatiques importants pour pouvoir bien mener un entretien de groupe
composé de 20 personnes. Mais disons, dans un cadre normal, on va dire entre 5 et 10 personnes, effectivement, on peut mener un entretien de groupe. Premièrement, par rapport à l'entretien de groupe, il faut bien le préparer. Deuxièmement, il faut faire attention à la composition de votre groupe, d'accord? Disons, la qualité de votre entretien de groupe est particulièrement dépendante de la dynamique de groupe, effectivement, qui se met en place. Et en la matière, effectivement, il faut faire attention à beaucoup de paramètres. Alors, bien évidemment, si les individus qui composent votre groupe, si les individus qui composent votre groupe se ressemblent du point de vue sociologique, et effectivement, ils risquent de penser plus ou moins, d'avoir des pensées homogènes, des pensées semblables. Dans ce cas-là, bah, il faut s'attendre à ce que, effectivement, qu'il n'y ait pas de nouveautés, qu'il n'y ait pas des éléments contradictoires euh, qui sortent de votre entretien, d'accord? Par contre, on pourra avoir une bonne dynamique de groupe, n'est-ce pas? Puisque les individus, effectivement, disons, se ressemblent dans une certaine mesure, et par conséquent, voilà, et il y a la conversation qui se met en marche. Au contraire, si votre entretien de groupe est composé, si votre groupe est composé des individus hétérogènes, dans ce cas-là, l'avantage c'est quoi? C'est que vous pouvez effectivement avoir des avis contradictoires, des éléments nouveaux, mais bien au contraire, vous risquez d'avoir des individus qui sont figés, un peu sur leur position, qui risquent de ne pas prendre la parole. Voilà, voilà. Et, ça dépend effectivement de votre qualité en tant qu'animateur de groupe, effectivement, pour pouvoir animer, on va dire, un entretien de groupe. Donc, c'est vraiment un outil très important, très efficace, et ça nous permet de gagner beaucoup de temps, mais ça demande beaucoup d'organisation. Il faudrait effectivement un temps préparatoire important. Il faudrait aussi une légitimité institutionnelle pour pouvoir organiser un entretien de groupe. Alors, les objectifs, effectivement, de l'entretien, c'est bien évidemment, dans le cadre d'une étude qualitative, dans le cadre d'une étape exploratoire, dans le cadre de la compréhension des données quantitatives, qu'on peut mener effectivement des entretiens, n'est-ce pas? Donc, on fait en tout cas des entretiens pour essayer de comprendre comment les gens pensent, quel est le sens qu'ils donnent à leur action, d'accord? Donc voilà, on peut avoir des différents objectifs. Les avantages, c'est quoi? C'est bien évidemment, c'est on privilégie la validité interne. Inconvénient, c'est quoi? C'est toujours au détriment de la validité externe. On privilégie, on a la possibilité de comprendre ce que les gens pensent, effectivement, mais au détriment de la représentativité. Alors, bien évidemment, l'entretien, comme effectivement toute étude qualitative, euh, contient aussi cet inconvénient d'être dépendant, disons, de la subjectivité de l'intervieweur, d'accord? C'est-à-dire, vous, en tant qu'intervieweur, vous jouez un rôle important dans la formation de la réalité sociale, d'accord? Dans l'interprétation des données, entre autres. Et donc, ici, donc, les limites, effectivement, quelles sont les limites? C'est qu'on privilégie davantage la validité externe au détriment de la validité interne. Pardon, le contraire. On privilégie la validité euh, interne au détriment de la validité externe, c'est-à-dire ben, au détriment de la représentativité, si vous voulez, et que finalement, effectivement, c'est une méthode qui dépend fortement de la subjectivité de l'intervieweur. Alors, l'observation directe. Pourquoi on parle de l'observation directe? Justement pour ne pas confondre, disons, le terme d'observation en tant qu'observation de la cinquième étape de la recherche et l'observation en tant que méthode de récolte des données. D'accord? C'est pour ça qu'on dit l'observation directe, pour spécifier qu'il s'agit de la méthode de récolte des données. D'accord? Alors, la spécificité, disons, de l'observation, c'est qu'on capte en temps réel et sans intermédiaire les données. On n'a pas besoin de l'interviewer pour lui demander comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Raconte-nous effectivement le déroulement de la réalité sociale. On l'observe directement. On n'a pas besoin effectivement d'un intermédiaire. Et donc, on est là en temps réel, effectivement, on observe, n'est-ce pas? Et donc, alors, il y a des variantes, bien évidemment. Alors, l'observation, principalement, a été longtemps, disons, dans l'histoire des sciences sociales, a été la méthode, disons, des anthropologues, des ethnologues, effectivement, des ethnologues,
Alors, différence entre ethnologie et anthropologie, disons, dans le temps, on disait ethnologie, c'est la méthode de récolte de données, et anthropologue, c'était, si vous voulez, ceux qui analysaient les données des ethnologues. Bon, bien évidemment, ces deux fonctions étaient souvent imbriquées, bien évidemment. Mais bon, si vous voulez la distinction, mais on va dire dans l'histoire des sciences sociales, vous avez l'anthropologie qui s'occupait des sociétés exotiques, des sociétés à tradition orale, des sociétés traditionnelles, n'est-ce pas? Donc, et des sociétés exotiques, et après le sociologue qui s'occupait plutôt des sociétés modernes. L'ethnologue qui avait comme méthode principale l'observation directe, effectivement, et le sociologue qui avait une approche plutôt durkheimienne et quantitativiste. Et donc, alors de nos jours, effectivement, tout cela, ça n'a beaucoup moins de sens, bien évidemment. Donc, vous avez des sociologies qui utilisent des méthodes ethnographiques et vous avez des anthropologues, effectivement, qui font le contraire. Alors, observation participante. Qu'est-ce que l'observation participante? C'est une variante, effectivement, de l'observation directe. Qu'est-ce que l'observation participante? C'est que vous allez vivre avec la communauté que vous êtes en train d'étudier, avec les individus, avec le groupe que vous êtes en train d'étudier. Vous allez vous intégrer effectivement au sein de ce groupe-là. Vous allez les observer en même temps, n'est-ce pas? Et donc, vous imaginez bien, vous faites de l'observation participante et en même temps, vous faites aussi des entretiens, formels ou informels, peu importe. Mais en tout cas, disons, il n'y a pas d'observation. C'est rare de faire appel à la méthode d'observation sans combiner la méthode d'observation avec la méthode d'entretien, n'est-ce pas? Alors, l'observation participante, effectivement, il y a deux variantes aussi dans l'observation participante. L'observation participante à découvert, c'est-à-dire, bah oui, on cache pas qu'on est en train d'observer, étudier la communauté en question, le groupe en question. L'observation incognito, bien évidemment, l'observation masquée. D'accord? Alors là-dessus, des avantages, des inconvénients, hein, vous imaginez bien. Si vous vous intégrez effectivement dans un groupe sans leur demander, sans leur vous annoncer qui a ceci, qui a cela, que vous êtes en train d'étudier effectivement leur comportement, ben, l'avantage c'est que effectivement ils ne risquent pas de changer de comportement à cause de votre présence. L'avantage c'est que vous allez vous intégrer, on va dire peut-être un peu plus facilement. L'inconvénient, bien évidemment, c'est le problème déontologique, c'est le problème éthique en la matière. Euh, la déontologie en tant que scientifique, bien évidemment, et le problème éthique, effectivement, du point de vue éthique. Et donc, voilà. Alors, une chose, c'est que de toute façon, dans le cadre de vos études, dans le cadre de votre démarche académique, il est déconseillé, voire, je ne dis pas qu'il est interdit, mais euh, on accepte effectivement difficilement des observations participantes masquées, incognito, d'accord? Voilà, pour des questions déontologiques, etc. Cela dit, les grandes études, effectivement, en sociologie, ont souvent été menées dans le cadre des études avec la méthode d'observation participante incognito. D'accord? Je parle notamment de Becker, je parle notamment de Kaufmann, effectivement. Donc, disons, voilà, les grands sociologues se le permettent, mais c'est pas quelque chose qui est à la portée des étudiants. Alors, quand je dis que les grands sociologues se le permettent, effectivement, il faut prendre ce propos avec des pincettes, puisque les grands sociologues sont permis dans le temps, dans l'histoire de la sociologie. Et à l'époque, ce n'étaient pas des grands sociologues qui sont devenus des grands sociologues par la suite. Voilà. Mais en tout cas, de nos jours, si vous voulez mener une enquête incognito, et vous demandez ça à votre enseignant, à votre professeur à l'UNIF ou dans les autres écoles, effectivement, on vous dira très rapidement que non, il faut pas faire ceci. Voilà. Alors, observation participante, les objectifs, bien évidemment, c'est pour observer, n'est-ce pas? C'est pour observer. Il est beaucoup plus difficile de mentir avec son corps, n'est-ce pas, qu'avec sa bouche. Et quand on veut observer les choses, parfois on a envie de comprendre le phénomène social autrement, n'est-ce pas? Parfois on a envie
de comprendre l'organisation sociale à travers l'organisation spatiale, n'est-ce pas? À travers l'architecture, à travers la distance, n'est-ce pas, entre les individus. Eh bien, tiens, donc maintenant on est dans la période de confinement avec un concept important dont on parle tous les jours à la télé, à savoir la distanciation sociale, n'est-ce pas? Donc cette distanciation sociale, effectivement, peut être étudiée à travers la méthode d'observation directe, entre autres. Alors, les avantages, les inconvénients, l'avantage, bien évidemment, il y a beaucoup d'avantages, hein. Encore une fois, vous pouvez effectivement comprendre le phénomène social autrement que par les propos des acteurs. Vous êtes un peu à l'abri de la déformation de la réalité sociale par les propos des acteurs, puisque les acteurs, à travers les entretiens, à travers les questionnaires, effectivement, ils vous disent ce qu'ils font, ils vous disent ce qu'ils pensent, mais cette énonciation, effectivement, est certainement une trahison dans une certaine mesure, bien évidemment, une certaine trahison de la réalité des choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire entre l'énonciation des faits et les faits, il y a toujours une distance, n'est-ce pas? Il y a toujours une distance. Alors, en fonction de vos qualités d'intervieweur, effectivement, vous pouvez mettre en place un certain nombre de dispositifs pour essayer de diminuer ces distances. Mais on ne peut pas, effectivement, nier le fait qu'il y a toujours une distance entre les faits et les mots. D'accord? Et donc, grâce justement à l'observation, effectivement, ben oui, on n'a pas besoin, effectivement, des acteurs pour nous raconter ce qu'ils font. Ben, on observe directement ce qu'ils font, n'est-ce pas? Des limites, mais bien évidemment, là aussi, il y a des limites, entre autres, pour faire une observation participante, par exemple, il va falloir s'intégrer, ça prend du temps, n'est-ce pas? L'intégration dans une communauté peut prendre du temps jusqu'à ce que la communauté puisse être habituée à votre présence, que vous faites une observation participante masquée ou à découvert, peu importe, mais ça prend du temps. Et parfois c'est même dangereux, effectivement. En tout cas, les limites par rapport à l'observation, je dirais que parfois vous pouvez effectivement mal interpréter, n'est-ce pas? Mal interpréter, c'est-à-dire vous êtes dans l'observation, et si vous combinez pas votre observation avec des entretiens, vous risquez de mal interpréter ce que vous observez. Alors l'observation aussi, comme dans le cas des entretiens, on va dire, il y a deux grands types, observation libre et observation systématique, d'accord? C'est un peu comme les entretiens libres, les entretiens non directifs et les entretiens directifs. C'est à peu près pareil. Ici, dans le cadre des observations systématiques, donc c'est comme des entretiens directifs. Dans ce cas-là, on sait exactement ce qu'on veut observer, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, une grille d'observation standardisée, ben voilà, on va faire un relevé du nombre de comportements, par exemple. Et parfois, quand on ne sait pas ce qu'on veut observer, effectivement, on va sur le terrain. Voilà, on y est un peu petit à petit, et effectivement, on observe un peu de tout, n'est-ce pas? On observe un peu de tout, et on a une approche beaucoup plus exhaustive. Euh, on suit un peu les acteurs euh, dans leur démarche, dans leur trajectoire, euh, dans leur vie quotidienne. Ben voici par exemple une grille d'observation assez classique. Vous pouvez effectivement faire construire votre grille d'observation propre pour pouvoir euh, faire une observation systématique. Recueil des données existantes, effectivement ici, à proprement dit, c'est pas une méthode de récolte des données, mais on rassemble les données qui sont récoltées par les autres, effectivement. Donc on étudie un document, mais pas un document en tant que tel, n'est-ce pas? Donc un document qui nous fournit des informations, des données qui sont déjà récoltées. Donc des variantes, des données statistiques. Bah, au lieu de faire une enquête par questionnaire, effectivement, bah, on récolte des données statistiques. Des données littéraires, au lieu de faire une enquête par entretien, bah, dans la littérature, effectivement, on récolte des données hum, qualitatives. Au lieu de faire de l'observation, effectivement, on pourrait effectivement faire appel aux données audiovisuelles, n'est-ce pas? Alors des objectifs, bon, bien effectivement, donc ici en l'occurrence, ça vous permet de gagner beaucoup de temps et d'argent
parfois certains terrains sont plus fertiles et que les gens n'ont plus envie de répondre à vos questions. Donc ça nous fait gagner beaucoup de temps. Parfois les données que vous pouvez retrouver sur auprès d'un certain nombre d'organisations, d'un certain nombre d'institutions sont beaucoup plus fiables que ce que vous pouvez récolter comme données. Donc en tout cas, c'est pas, ça vous aide beaucoup, ça vous aide beaucoup, effectivement, ça peut vous avancer beaucoup dans votre recherche. Attention, il y a des avantages et des inconvénients, en ce sens que particulièrement par rapport aux inconvénients, c'est que vous risquez parfois de tomber sur des données qui ne correspondent pas à votre modèle d'analyse. C'est-à-dire que vous avez dans votre modèle d'analyse des hypothèses qui sont constituées des concepts, et ces concepts représentent la réalité sociale d'une certaine façon, alors que les données que vous récoltez, effectivement, ne sont pas les mêmes. Alors, ne représentent pas la réalité sociale de la même manière. Je donne un exemple très simple et typique, donc le suicide. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le chiffre de suicide? Est-ce qu'effectivement, on met les suicides euh, dans les hôpitaux psychiatriques ou pas, alors que par exemple, dans votre modèle d'analyse, vous avez décidé de prendre en considération les suicides, y compris même dans les hôpitaux psychiatriques, par exemple. Vous voyez? Donc, ça, c'est un élément à prendre en considération. Autre chose, les avantages, c'est que vous gagnez beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et c'est des données qui peuvent être particulièrement fiables. Attention, comme inconvénient, c'est que parfois, on a des données, mais on n'a aucune assurance par rapport à leur fiabilité. Vous voyez? Donc quand je dis des données qui peuvent être fiables, je mets ça entre guillemets.